Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Plan Orsec de niveau 2 déclenché aujourd'hui à Calagomène. Plus de 200 hectares brûlés. Le village de Troulala n'est plus menacé. Mais les pompiers ont dû faire face à un feu réactivé par le vent. Une journée suivie par l'un de nos journalistes. Reportage. Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judoka, débarque au pays. Un passage d'une dizaine de jours à la rencontre des licenciés du pays. Pour en parler ce soir, Laurent Caléja, l'ancien entraîneur du judoka français. Que faire après le bac? Dans notre feuilleton consacré aux coulisses des examens, nous nous intéressons ce soir à l'une des filières proposées par l'université. L'exposition d'Amenboîte à Sagaï et Casse-Tête en langue vamalais se décentralise au centre culturel Pomemi de Koné à l'occasion du centenaire de 1917. Adrian Muckle, historien néo-zélandais, il proposera une conférence. La révolte de 1917 n'a pas de secret pour lui. Il nous en parle ce soir sur notre plateau. Je vous le disais, plan Orsec de niveau 2 déclenché à Calagomène aujourd'hui. Plus de 200 hectares brûlés. Le village de Troulala n'est plus menacé, mais les pompiers ont dû faire face à un feu réactivé par le vent. Une journée pas de tout repos pour nos soldats du feu. Une journée suivie par Mathieu Le Barbier. Merlin, il est là-bas sur l'antenne et il voit des reprises dans cette direction, donc Ah ok. Là c'est proche des habitations, donc il faut rapidement intervenir de façon à pouvoir endiguer pour éviter d'avoir encore une fois des maisons qui risqueraient d'y passer. Il va aller appuyer l'autre là-bas. C'est une reprise simplement, donc vu le vent, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de 11h jusqu'à 15h, ça devient très critique. Malheureusement, c'est qu'il manque pour la Nouvelle-Calédonie de moyens en hommes, des pompiers calédoniens ainsi que de matériel, parce que les pauvres, sur un feu de cette grandeur, ils sont à peine une dizaine. Je vois moi en France, cet été j'étais en Corse, sur un feu de 150 hectares, on n'est pas à 150 pompiers mais presque. Donc la balance n'est pas vraiment adéquate par rapport à ici. Ouais. Et le temps que l'appel elle arrive, comme ça on va faire nettoyer avec l'appel ici. Pour justement éviter que quand il tombe dans la partie non brûlée, oui, parce que là ça va. Donc je vais couper ceux qui sont à la limite des on les coupe et puis on les remet. Et l'appel elle va arriver, elle va gratter. C'est les habitants de Troulala qui mettent à disposition leurs moyens de terrassement. Donc ça peut être efficace pour nous et nous donner un bon coup de main sur les reprises et notamment sur les lisières pour créer également des accès. Là on confirme que vu l'état actuel des feux sur la province nord, donc on voit que les renforts de métropole, des formations de la sécurité civile nous apportent un grand bien à l'ensemble des pompiers du territoire. Voilà, bon courage à nos soldats du feu. En tout, plus de 500 hectares ont brûlé à Calagomène cette dernière semaine. Teddy Riner débarque au pays demain. Il a été sacré champion du monde du judoka pour la 10e fois ce week-end à Marrakech, dans toute catégorie, face au jeune belge Thomas Nico Forg, 24 ans. Je vous propose de regarder. Il déplace avant d'attaquer pour pas être en déséquilibre. Ouais, tout de suite, son mouvement préféré. Wazari d'entrée pour Teddy Riner qui a vraiment relâché son bras droit. Attention au corps à corps, il aime ça le belge. Oui, magnifique le retour. C'est bien Teddy, allez. L'attaque dans l'attaque pour Teddy Riner qui relance et qui compte. On laisse pas revenir Nikiforov, c'est presque fait, Teddy Riner entre dans l'histoire. Teddy Riner est un génie. Teddy Riner est champion du monde pour la 10e fois. C'est la décima, c'est la Teddissima devant les yeux de
son fils Eden et de sa femme. Regardez ce qu'il vient de faire, ce géant. Teddy Riner rentre dans l'histoire. Et pour en parler ce soir, nous sommes en direct avec Laurent Kaleja, ancien entraîneur de Teddy Riner. Alors, il vient à votre invitation. Comment avez-vous pu convaincre une célébrité, cette célébrité? De convaincre, ça n'a pas été très difficile. On a un pays tellement attractif et tellement beau qu'il a dit oui tout de suite. Après, les complications viennent un petit peu après sur toutes les sollicitations, mais de le convaincre, ça n'a pas été difficile en fait. Le fait que déjà moi je sois originaire de ce pays depuis des générations et qu'il ne connaît pas le pays, qu'il a envie de le découvrir, il a aussi envie de découvrir les gens, donc ça n'a pas été très difficile. Alors comment se porte le judo au pays? Est-ce que ça pourrait contribuer des pousses de Teddy Riner? Oui, bien évidemment, on fait venir bien avant tout pour le judo, parce que c'est un judoka, mais en même temps, il inculque tellement d'autres valeurs qu'en fait, on a intitulé sa venue rencontre et partage, parce qu'en fait, il va rencontrer forcément des judokas, mais il va aussi rencontrer tout le peuple calédonien et tous les enfants de ce pays, pour leur donner de l'espoir, parce qu'en fait, on a envie de faire comprendre aux jeunes de ce pays-là que tout est permis et que c'est possible. C'est possible d'en arriver là, puisque lui, il vient aussi des Outre-mer, de la Guadeloupe, et qu'il a réussi. Donc en fait, c'est pas impossible. Et nous, on a envie de faire se passer ce message-là aux enfants d'ici. Alors, le champion fera son show le 2 décembre à l'Arène du Sud. Que va-t-il se passer? Alors le 2 décembre à l'Arène du Sud à 20h, alors là il va y avoir un gros spectacle d'1h30 où Teddy sera au centre de la salle pendant 1 heure, où il va inculquer les valeurs du judo, du code moral du judo, le respect, l'honneur, la sincérité, la parole donnée, etc. sous des thèmes artistiques. Donc il y aura du gospel, il y aura du chant, il y aura du cirque, tout ça pendant 1 heure. Et après Teddy se mettra en kimono, il fera du judo avec beaucoup de gens de la salle en kimono, etc. pendant une grosse demi-heure, et il y aura une grosse séance de dédicace derrière d'une grosse demi-heure aussi. Alors, un show à 4 500 francs la place, 150 000 francs pour la voir. Est-ce qu'on aura la chance de pouvoir la voir sur notre plateau à Koné? On monte, oui, pourquoi pas, parce qu'on monte, alors ça ne coûte pas 150 000 francs pour l'avoir sur une antenne, mais par contre, oui, on monte le 27 en province Nord, on ne sera pas loin de Koné, etc., donc pourquoi pas. Donc le rendez-vous est pris. Merci d'avoir accepté cette invitation. Politique, pas satisfait du 16e comité des signataires. Le Rassemblement des indépendantistes nationalistes dénonce un déséquilibre de la composition des partis politiques, mais aussi le manque de transparence du côté des chiffres. Écoutons Sylvain Pabouti, porte-parole du Rhin. On ne nous a pas dit que les chiffres de 10 922, c'est un chiffre qui est provisoire, et qu'il y a tout un travail qui doit être mené par la suite. Mais nous, on nous semble difficile à admettre que, parce qu'on n'a trouvé que 7 000 sur les 19 000 canaux, que les 12 000 n'existent pas. Alors que ce sont des personnes qui sont réelles, qui sont physiques, puisqu'on a eu effectivement c'est la certitude, je dirais la validation donc, de ce nombre-là par la Direction générale des affaires coutumières qui, eux, ont travaillé pendant 2 ans. On souhaite quand même qu'il y ait de la transparence, qu'on sache combien y a-t-il de Kanaks dans ce corps électoral définitif qui va voter en 2018. Voilà des propos recueillis par Falaï Wedjo. Politique toujours, retour aux urnes pour la population de Yingen. Ce dimanche, elle va devoir choisir entre la liste Palika-Soweï d'André Lévy et la liste UC tirée par Daniel Goach. Le 5 octobre dernier, les 8 conseillers du Palika avaient démissionné du conseil municipal après la grève de l'intersyndicale USTKE-CNTP Soing. Ce soir, nous écoutons le maire sortant, Daniel Goach. Alors bonjour Monsieur Goach. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour la liste UC pour les élections de Yingen pour les prochains week-ends. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de votre programme? Notre programme qui était un programme qu'on a récupéré des anciennes mandatures et qu'on a complété. C'est un programme qui se positionne de 2014 à 2020. Donc un programme pour lequel nous avons été mandatés à cette époque. Et donc il nous amène aujourd'hui à en reparler puisque vous savez ce qui s'est passé à la mairie.
Donc c'est un programme qui se veut être à la dimension du temps qui nous reste, c'est-à-dire 2018-2019, puisque 2020, ce sera dans les 3 premiers mois, on trouvera les nouvelles élections. Donc c'est un programme qui se veut être à la hauteur du temps qui nous reste et simplement pouvoir le mettre en œuvre sur ce laps de temps. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives de votre liste? Nous, notre liste, elle est, comme vous avez dû voir, on a mis beaucoup de jeunes parce que nous sommes dans la phase de transition entre les anciens et les jeunes. Donc nous avons mis quand même pas mal de jeunes là avec des compétences que nous avons pu retrouver. Sur 19 tribus, nous avons récupéré un référent par tribu dans les 16 tribus. Donc c'est déjà une représentation de la commune de Yengen. Et donc c'est cette perspective-là que nous voulons valoriser en mettant en place des jeunes. Et puis sur le programme, c'est un programme ambitieux de 2014 jusqu'en 2020, mais qui continue. Donc elle sera à chaque fois réactualisée et complétée pour que nos jeunes continuent de travailler dans le cadre qui a été fixé. Merci beaucoup, M. Goa. Voilà un entretien mené par Natacha Ogui. Demain, nous écouterons André Lévy, tête de liste de la liste SOEI. En bref, à Pointe-Boute, une bagarre entre 2 jeunes a éclaté au sein du lycée Michel Rocard ce matin. La gendarmerie a dû intervenir. Résultat des courses, un jeune légèrement blessé. Une plainte a été déposée. Les 2 protagonistes ont été exclus du lycée. Depuis, la gendarmerie assure des permanences aux abords du lycée pour éviter tout débordement. Suite de notre feuilleton sur les coulisses des examens. Alors je suppose que c'est une question que vous vous posez. Que faire après le bac? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de l'une des filières proposées par l'université à la rentrée. La licence LEA pour les langues étrangères appliquées, anglais et japonais. Les précisions de Prosper Poigou. La licence LEA anglais-japonais est une formation trilingue visant à donner aux étudiants une solide culture générale et internationale. Les bénéficiaires développeront des compétences en droit, économie, gestion, communication et langue étrangère. La combinaison des langues anglaises et japonaises est particulièrement adaptée à une carrière internationale dans le Pacifique. Les supports étudiés, sous forme écrite ou audiovisuelle, sont majoritairement journalistiques et documentaires. À l'issue des 3 ans de formation, le titulaire de la licence est capable de communiquer et rédiger en anglais et en japonais, analyser un texte journalistique et en faire la synthèse, identifier les grands problèmes et enjeux politiques et sociaux du monde contemporain, utiliser avantageusement les concepts et les outils étudiés en économie, gestion, communication, bureautique, comptabilité et informatique. Les titulaires de ce diplôme pourront se lancer dans plusieurs activités. Secteur de l'entreprise, des affaires, de la communication, publicité, journalisme, médias, de l'hôtellerie et du tourisme, des échanges internationaux et de l'administration. L'ouverture de filières ne se fera en 2018 qu'à condition qu'un minimum d'élèves s'inscrivent. Je vous le disais, l'exposition Dame & Boîte, Sagaï et Casse-Tête en langue Vamalé s'ouvre demain au Centre culturel Pomemi à Koné. Un ensemble de portraits, d'images, d'objets évoquant la révolte 1917, appuyé par une conférence d'Adrien Meuckel, qui d'ailleurs connaît très bien ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historien ethnologue, la révolte de 1917 en Calédonie, donc c'est sur ce sujet que vous avez présenté votre thèse. Mais avant d'en parler, je vous propose que nos téléspectateurs fassent connaissance avec vous, un portrait signé Dany Satoussi. Adrien Meuckel est un chercheur en histoire âgé de 45 ans et originaire de Nouvelle-Zélande. Durant ses études à l'université de Cambridge, il se lance dans la rédaction d'une thèse sur la révolution kanak de 1917. À ce moment-là, en 1998, il ne connaissait la Nouvelle-Calédonie qu'à travers les événements et son actualité politique. C'est sa directrice de thèse qui lui propose de travailler sur le sujet.
Celle-ci avait déjà fait des recherches sur le pays et disposait d'un bon nombre d'archives catholiques concernant la guerre de 1917. Ça pouvait être aussi des gens qui étaient proches des missionnaires, proches de Maurice Lénard par exemple, se sont engagés dans un travail de mémoire de l'événement. Et c'est ce travail de mémoire qu'ils ont entretenu. En 1999, il vient pour la première fois au pays. C'est une visite préparatoire de 2 semaines. Un an après, il revient pour une plus longue période, 6 mois, lors desquels il effectue ses enquêtes de terrain dans les régions de Koné et Yingen et continue ses recherches aux archives de Nouvelle-Calédonie. Il rend alors sa thèse 6 ans plus tard, en 2004. Pour écrire ma thèse sur 17, il me fallait 6 ans pour faire ça. La guerre a duré 1 année. La thèse, faire le bouquin, 6 ans. En 2012, il publie un livre sur la guerre de 1917 à l'Université d'Hawaï. Ce livre est actuellement en train d'être traduit en français à l'Université de Nouvelle-Calédonie. En 2015, Adrienne Mukel travaille en collaboration avec Alban Bensa et Yvon Goromwedo sur la réalisation de l'ouvrage « Les sanglots de l'aigle pêcheur ». Moi, je fais partie d'une école d'histoire qui se dit ethno-histoire. Donc, restituer les acteurs dans le contexte de leur propre tradition, coutume, des choses comme ça. Et avoir la parole directe des personnes qui sont concernées, c'était très important dans le livre, à avoir ça. Aujourd'hui, après 19 ans de travail sur la révolte de 1917, Adrien continue toujours ses recherches. Il est à présent maître de conférences en histoire à l'Université de Victoria en Nouvelle-Zélande. Alors, il est ce soir sur notre plateau. J'ai vu ce reportage. 6 ans, c'est beaucoup? Oui, et ça fait presque maintenant, 18 ans que je suis engagé dans la recherche sur la Calédonie. Oui. C'est beaucoup. Ouais. Alors, en tant que Néo-Zélandais, pourquoi s'intéresser à cette histoire de notre pays? Je me suis intéressé au début, c'était simplement, il y a toujours derrière quelqu'un, on a toujours derrière nous les autres chercheurs, nos professeurs. Et donc, il y avait un professeur qui m'avait intéressé en Calédonie, donc il y avait ça. Mais aussi, je pense, en Nouvelle-Zélande, c'est aussi un pays qui a été colonisé. Et donc, j'avais dans la tête, il y avait beaucoup de parallèles, en effet. Donc, une histoire similaire entre nous. Similaire, la colonisation, les enjeux de la décolonisation, comment faire l'histoire. Alors, vous êtes aussi co-auteur de l'ouvrage « Les sanglots de l'aigle pêcheur » de Alban Bensa. Sur quel aspect vous avez contribué? Et donc là, j'ai apporté les recherches que j'avais faites, surtout dans les archives catholiques, les archives protestantes, l'administration, pour aider Alban et Yvon à élucider les textes, les récits kanaks qu'on avait. Parce que moi, j'étais en mesure souvent d'identifier les personnes, mettre les événements dans le contexte chronologique, parce que dans les ténors, les choses comme ça sont souvent très allusives, il y a beaucoup de métaphores. Donc j'avais travaillé pour montrer aussi jusqu'à quel point il y avait une complémentarité aussi entre les histoires qu'on trouve dans les archives et les histoires qu'on trouve dans les récits. Donc complété par les rencontres que vous avez fait en Calédonie. Par ailleurs, un livre existe en anglais où figure votre thèse, une partie de votre thèse, qui va d'ailleurs être traduit en français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Donc, un mot sur 17. J'espère que ça va... Dans la première partie de Les sanglots de l'aigle pêcheur, j'ai déjà fait un résumé de la guerre, mais ce livre va me donner l'occasion d'en dire beaucoup plus. Donc, il y a plus de contexte sur ce qui s'est passé, il y a plus de détails sur les événements et les personnages. Donc, c'est une amplification de le côté histoire. D'accord, merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, vous pourrez écouter l'historien ce samedi au Centre culturel Pomemi lors de sa conférence.
Le salon du livre Lire en Polynésie s'ouvre aujourd'hui à la Maison de la Culture, plutôt demain à la Maison de la Culture à Tahiti. Une occasion pour les auteurs du Pacifique de se frotter à la littérature. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est le vers en phonétique. Écoutons les explications de Christian Robert, directeur des éditions Vent des Îles, au micro de notre envoyé spécial à Tahiti, Océane Zobler. Le salon, c'est aussi l'occasion pour de nombreux éditeurs de l'association qui organise le salon de sortir des nouveautés. On a une quarantaine de nouveautés cette année à Tahiti. On a un nouveau thème qui est donc un thème phonétique, le vers. Donc le vers comme un vers de la nature, comme un vers de poésie, comme un vers de terre, comme un vers le voyage. On a des invités prestigieux. Cette année, on a quand même, en plus de la délégation de la Nouvelle-Calédonie, Marcus Malt, qui est un grand auteur français. On a Ian Levison qui vient des US, on a Peter Sipeli qui était au Silo l'an dernier, qui est un auteur de Fidji. Donc voilà, on produit un événement culturel et ludique à destination du plus large public. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.